Les nouveaux explorateurs de l'espace sont incontestablement les patrons de l'Internet. Mais cet état de fait est causé par un changement historique. Il s'agit du Space Act, promulgué par le président Barack Obama en décembre 2015. On se souvient que les grandes bases du droit de l'espace ont été posées par les États-Unis et l'URSS dans le cadre du traité de l'espace de 1967. Un traité de l'espace qui était un compromis à l'époque. Et puis, les autres grands pays ont adhéré à ces grands principes. Le traité de l'espace, complété par l'accord sur la Lune de 1979, a été à la fois extrêmement novateur et extrêmement souple. Dans le contexte de la guerre froide et de la course à la Lune, justement, aucune des deux superpuissances, États-Unis et URSS, ne pouvait permettre à l'autre de s'approprier ce satellite naturel ou toute autre donnée. Elles étaient donc tombées d'accord pour reconnaître le principe de non-appropriation de l'espace et des corps célestes. C'était l'un des objets de la signature du traité de 67. Donc dans l'espace, il n'y avait jusqu'ici que deux régimes, celui de l'espace qui n'appartient à personne et celui de la Lune et des corps célestes qui sont patrimoine commun de l'humanité. Ce qui signifie qu'il y a à l'encontre de ces derniers appropriation collective. Voilà, mais la dernière loi américaine, le Space Act, adoptée par le Congrès en novembre 2015, puis promulguée par le président Barack Obama un mois plus tard, marque une rupture. C'est un texte qui va à l'encontre du traité de l'espace, une nouvelle loi qui prévoit que des entreprises privées, surtout, peuvent désormais s'approprier les ressources naturelles des corps célestes, les exploiter et les vendre. La raison de ce changement de cap américain ? Bien, les Américains n'ont plus les moyens de financer la conquête spatiale uniquement sur des budgets publics. Ils sont donc obligés de faire appel à des financements privés. En 2004, George W. Bush avait déjà, dans un discours consacré à la politique spatiale, indiqué qu'il fallait trouver un moyen d'y associer les entrepreneurs privés, y compris en leur accordant des droits de propriété adéquats, ce qui donc préfigurait ce Space Act. Ces nouveaux entrepreneurs, on les regroupe sous l'expression New Space pour la plupart, sans surprise. Ils viennent donc de l'économie numérique. En tête, Jeff Bezos, le PDG fondateur d'Amazon, Elon Musk, le PDG de Tesla, l'ex-propriétaire de PayPal. Alors évidemment, ils viennent dans l'espace pour déployer de nouveaux réseaux qui pourraient permettre à des opérateurs comme Google de se passer des opérateurs de télécom en se dotant de leur propre réseau global. Il y a ensuite un deuxième niveau d'approche qui concerne des projets plus personnels. Parmi les nouveaux tycoons du numérique, un certain nombre a biberonné à Star Wars. C'est aussi ce qui explique qu'on soit passé de la course à la Lune à celle vers Mars. La Lune, nos tycoons, et toute la recherche spatiale américaine d'ailleurs, eh bien, ils la laissent désormais à la Chine et à l'Inde. Voilà par contre qu'on relance la conquête spatiale. On reparle de missions sur Mars, de vols habités. Et l'Europe dans tout ça, et la France, Ariane Space, Airbus Defence and Space, Safran, Thales, Alenia Space, etc. Ces entreprises leaders à la française se sont longtemps moquées des acteurs du New Space. L'Europe est donc maintenant obligée de modifier sa politique spatiale et elle a pris beaucoup de retard. Elle a notamment l'obligation de baisser les coûts d'accès. Ce qui empêche finalement le développement des activités spatiales, c'est bien le coût de l'accès à l'espace. Et la réduction des coûts, c'est bien le dada des New Space, type Blue Origin ou SpaceX, qui cherchent à réutiliser un lanceur qui a déjà servi. L'autre domaine où nous avons laissé partir les États-Unis, c'est celui des vols suborbitaux. Les Américains ont modifié le Commercial Space Launch Act en 2004 pour promouvoir les vols suborbitaux dans un cadre réglementaire très souple. Autrement dit, il est possible de tester des véhicules tant que la sécurité des passagers est assurée. Tout un écosystème s'est créé avec Blue Origin, donc de Jeff Bezos, et Virgin Galactic, porté par Richard Branson, le PDG de Virgin. L'Europe est aussi en retard vis-à-vis de ce type de projet. La France, quant à elle, a mis en place un groupe de travail pour réfléchir à un cadre réglementaire destiné aux vols suborbitaux. Mais bon, laissons la France à ses petites ratiocinations, car de l'eau coule désormais sur Mars. Lorsque la NASA l'a annoncé de manière soigneusement orchestrée, la nouvelle a immédiatement fait le tour de la Terre, même si la présence de traces d'eau sur la planète rouge était connue depuis longtemps. Voilà qu'avec des découvertes d'azote et de matériaux organiques sur Mars, l'eau liquide, probablement enfouie dans les nappes souterraines, confirme que les conditions nécessaires à l'existence d'une vie microbienne sont réunies sur la planète rouge. La conquête de Mars sera le challenge du XXIe siècle et voilà qu'il y a de quoi réveiller l'ego americanus. La première phase d'exploration est déjà bien entamée. Les deux robots circulant à la surface de Mars, le rover Opportunity depuis janvier 2004 et Curiosity, arrivé en 2012, ne sont pas les seuls à l'examiner. 5 vaisseaux orbiteurs expédiés dans l'espace martien gravitent dans les hautes sphères pour étudier son atmosphère. Le dernier en date, c'est la sonde spatiale MAVEN, Mars Atmosphere and Volatile Evolution, qui est arrivé en septembre 2014 après 10 mois de voyage et 711 millions de kilomètres parcourus depuis la Terre. Mais en mars 2016, la NASA envoie InSight qui permettra de prospecter à l'aide d'un radar les entrailles de la planète rouge.
L'instrument pourrait découvrir des aquifères, c'est-à-dire des roches poreuses qui contiennent de l'eau. Et puis à côté de ça, les New Space continuent d'envisager la terraformation de Mars à leur manière. La terraformation de Mars, le mot est de l'écrivain William Olaf Stapledon qui l'utilise dès 1930. Terraformation, il s'agit tout simplement de rendre Mars plus habitable par l'homme. Très sérieusement, le milliardaire Elon Musk, fondateur de SpaceX, donc, a récemment proposé de lancer des bombes nucléaires sur la planète rouge. Après une petite secousse nucléaire, la planète pourrait bien se réchauffer. Mars libérerait alors ses glaces et laisserait à nouveau ruisseler ses rivières. De l'eau coulerait sur Mars, il faudra alors bien penser à dire aux marsonautes d'emporter leur maillot de bain.